Bonsoir à tous, bonsoir Abdou Belgat. Bonsoir Khaled. Vous êtes expert international en tourisme et hôtellerie, mondialement reconnu, ancien dirigeant du groupe Accor, investisseur et promoteur dans le tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdou Belgat, la dernière fois que je vous ai interviewé, c'était il y a presque 10 ans. Et je vous avais posé une question, il y a très exactement 10 ans. C'était sur votre regard sur l'évolution du tourisme en Algérie. Je repose la même question 10 ans plus tard, Abdou Belgat. Écoutez, bonjour Khaled, bonjour à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Sur cette même question, c'est le même refrain. Sinon que les temps ont changé, les temps ont évolué en un mot. Si on compare Abdou Belgat avec les 10 dernières années, y a-t-il eu une évolution positive ou négative? Il y a 10 ans déjà, vous disiez que le verre était à moitié vide ou moitié plein. Vous direz quoi aujourd'hui? La même chose. Ce qui est certain, c'est qu'il y a par exemple plus d'hôtels, un parc hôtelier beaucoup plus important, mais nous aurons l'occasion de parler de la formation des ressources humaines, oui. etc. Bon, écoutez, cher Khaled, si le focus se fait que sur l'Algérie, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, et je ne pense pas être constructif ou positif, parce que dans une démarche scientifique, vous savez, l'émotion, on n'en tient pas trop compte, en fin de compte. C'est des faits. Est-ce qu'il y a eu des évolutions en termes d'infrastructures? Est-ce qu'il y a eu plus d'hôtels? Est-ce que tout ceci est quantifiable? Donc, c'est n'importe quel statisticien ou expert peut faire son tableau de bord, en un mot. Par contre, ce qui est le plus important, c'est la grosse préoccupation de toutes les nations, c'est quelles sont les perspectives d'avenir. Bon, là, par exemple, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur un continent qui est l'Afrique, le parent pauvre. Quand on parle de 2 milliards de touristes à travers le monde, pour les chiffres qui vont être annoncés prochainement pour 2025, et lorsque vous voyez que l'Afrique ne représente que 74 millions de touristes, ça veut dire que c'est quand même le parent pauvre par rapport à l'Europe qui en fait 600 et quelques, ou l'Asie 330, etc., etc. Donc, il y a quand même un décalage. Qu'est-ce qui explique le fait que l'Afrique, qui connaît une expansion démographique aussi très importante, oui, soit un peu le parent pauvre de cette industrie touristique, alors qu'il y a de grands pays touristiques, oui, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Kenya. Mais ce n'est pas une concentration touristique dans tous les pays africains, malheureusement. C'est la raison pour laquelle, si vous avez cité ces pays, quand vous faites l'addition, c'est déjà plus de 60% de ce qui reste. Bon, donc effectivement, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, en termes de prospective, il faut travailler sur le moyen et le long terme. Et pour faire le moyen et le long terme, il faut se préparer. Pour se préparer, les éléments clés, c'est la base, c'est l'éducation et la formation. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce paramètre, dans ces données, on peut dire que c'est positif. À l'époque, Abdou Belgat, vous parliez déjà de la qualité de la ressource humaine, oui, qui manque. Est-ce que, selon vous, il y a eu une amélioration en Algérie sur cet aspect précis? Sincèrement, je pense que oui. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est non. Est-ce que c'est qualitatif? C'est moyen. Donc, c'est un petit peu dur de prononcer de tels propos. Cependant, Khaled, il y a un élément clé que tout un chacun doit comprendre et doit savoir. Vous savez, si on parle de l'Algérie, cas précis, je viens d'écrire, par exemple, ce matin, pour dire que l'Algérie est un cas d'école en termes d'action, en termes de réflexion et d'action. C'est vraiment un cas d'école que l'on peut porter sur un plan de la réflexion, sur un plan de la pédagogie, sur un plan de la recherche.
il y a des éléments clés qui permettent à n'importe quelle gouvernance, pourvu qu'elle soit éclairée, de faire avancer son schmilblick dans les meilleures conditions. Si je prends par exemple le cas de l'Algérie, une donnée démographique qui est connue par tout un chacun, donc ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Sur les 47 millions d'habitants au minimum, avec un taux démographique qui est quand même assez important par rapport à beaucoup de pays, notamment sur le plan européen ou sur d'autres pays qui sont vieillissants, en fin de compte. Sachez que la population algérienne, du premier jour à moins de 9 ans, c'est plus de 11% de la population algérienne. Je vais m'embrouiller, mais c'est très important. En un mot, un jour à moins de 15 ans, c'est un tiers de la population algérienne. Et de 15 ans à moins de 59 ans, c'est 60% de la population algérienne. Ça veut dire, en termes de ressources et de capital humain, c'est incommensurable. Vous rajoutez dans cette équation l'abondance et la diversification des ressources naturelles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout un chacun sait, il y a 1300 km de côte, le plus beau et le plus grand musée à ciel ouvert, un pays de 4 saisons, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ce que beaucoup ne savent pas, c'est un pays où le tourisme de montagne est extraordinaire. Donc, les gens oublient qu'il y a plus de 1,3 milliard d'habitants qui résident dans les montagnes. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un engouement considérable sur les montagnes. On ne parle que des sports d'hiver, mais on oublie que des pays regorgent de ressources montagneuses. Donc, quand vous faites le constat, vous faites ces additions et vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Pour que ça marche, vous savez, c'est une équation à deux inconnues. Capital humain plus ressources naturelles abondantes et diversifiées, vous faites votre équation et puis vous avez tout de suite trouvé là où les solutions. Donc voilà, sur la fixation de l'Algérie, si on considère le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, moi je suis partisan, je suis dans l'optimisme. Bon, le problème c'est le temps. Le problème c'est le temps. Et le temps est une donnée aujourd'hui qui n'est plus négociable. Et on a l'impression qu'en matière de tourisme, l'Algérie n'est pas un pays pressé. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas la question qui peut se poser, Khaled, d'une manière très honnête. Ce n'est pas le fait que l'Algérie ne soit pas pressée. Moi, je retournerai la situation autrement. Est-ce que là où les gouvernances considèrent que ce n'est pas le bon moment ? Moi, ma réponse, elle est très simple. Ne vous trompez pas. On ne peut plus se tromper. Et vous pensez que les gouvernants pensent que ce n'est toujours pas le bon moment ? Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas dans leur tête ni dans leur cerveau. Mais je reste persuadé que quand on est dans la gouvernance, qu'est-ce que c'est une décision ? Une décision, c'est une volonté mûrement réfléchie, appuyée sur des informations éclairées. Notre rôle, ou du moins dans l'humilité qui peut me conduire, c'est que ce sont des données qui sont aujourd'hui vérifiables. Quand on est au sein de la gouvernance mondiale, je peux vous certifier une chose, personne ne peut s'amuser à anticiper ou avancer des propos qui ne sont pas vérifiés et vérifiables. Parce qu'en matière de gouvernance, Abdou Belgad, vous avez aussi une anecdote avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika et sa supposée volonté de vouloir développer le tourisme en Algérie, parce que je pense que vous l'aviez rencontré à l'époque, avant son élection ou peu de temps après, et qu'il vous avait chargé d'une mission. Oui, bon, ça remonte quand même à plus de 20 ans. À une certaine époque, oui, bon, comme on dit, Allah yarhamou, et j'ai eu effectivement cette opportunité de le rencontrer déjà à l'époque au Club Méditerranée à Tipaza. L'ancien Club Méditerranée. L'ancien Club Méditerranée, ça a été, c'est là où j'ai découvert
en étant un géo, parce que Club Med est une école de la vie, où j'ai eu cette chance extraordinaire en tant que jeune géo-algérien d'aller, en m'occupant du trafic et des excursions, j'ai sillonné le pays de fond en comble. Et c'est comme ça que j'ai compris très vite que ma passion se dessinait à travers le tourisme. Ce n'est pas un hasard, c'est la soif de découvrir, et à partir de cette découverte, d'aller vers l'histoire. On oublie que c'est un pays d'histoire. L'Algérie n'est pas uniquement un tourisme pour faire du tourisme de masse, non. L'Algérie est un pays qui est dépositaire d'une richesse historique, géographique, incroyable. Incroyable. Voilà pourquoi toutes les thématiques, tous les segments du tourisme sont intégrés dans un pays. Voilà pourquoi je parle de cas d'école. Et pour la rencontre au Club Med avec l'ancien président qui voulait développer le tourisme, et ça ne s'est pas fait comme prévu. Bien sûr, c'était son vœu, hein, qui ait l'occasion de le rencontrer, même plus tard, puisqu'en occupant ses fonctions au sein du groupe Accor, nous étions en 2006, où s'est tenu, et c'est triste de le dire, de voir ce grand pays, le Soudan, aujourd'hui dans la situation dans laquelle il a été englouti. Okay. Et j'étais chargé, avec au passage une pensée très fraternelle au coprésident fondateur Gérard Pélisson. Oui. Et d'ailleurs, je vous ai montré un petit peu sa passion avec son message de fraternité. J'ai été chargé d'organiser les 2 sommets arabes et africains à Khartoum. Donc, janvier 2006, c'était le sommet africain. Et mars 2006, ce fut le sommet arabe. Si, pour le premier sommet, le président Bouteflika n'a pas pu être là, il a tenu, en étant remis un petit peu de sa maladie, il a assisté au sommet arabe. Et il s'avérait, j'étais extrêmement très proche du docteur Mustapha. Qui est son frère. Bon. Et de par cette relation qui était au-delà du cadre protocolaire, j'ai eu cet échange, notamment sur... il était fier de voir qu'un Algérien était le grand patron de ces 2 sommets. Okay. Donc c'était les villas présidentielles où tous les chefs d'État, essentiellement, et rois, étaient présents. Donc c'était vraiment très, très fermé. Et effectivement, il était enthousiaste et on a beaucoup échangé pour savoir est-ce que c'est le moment d'accélérer, de développer. Bon, il y avait vraiment une véritable volonté de dire c'est peut-être le moment. Et c'est vrai, j'ai expliqué qu'il fallait faire très attention, qu'à partir de 2033, le problème des hydrocarbures allait se poser, que le tourisme allait devenir la première industrie mondiale, devant l'automobile, devant l'armée, devant l'agroalimentaire, et qu'il fallait se préparer. Donc, c'est vrai, indirectement, il m'a dit « Faites ce que vous avez à faire, on y croit, avec des gens porteurs de ce type d'idées, etc. etc. » Bon, donc, ça m'a personnellement permis de dire « On avance ». Et j'ai convaincu... Et franchement, j'ai convaincu, d'ailleurs il n'y avait pas grand-chose pour le convaincre, le président Gérard Pélisson qu'il fallait porter un intérêt majeur à l'Algérie. Ce que beaucoup ne savent pas, je vous donne au passage un scoop, okay, c'est que le président Gérard Pélisson était profondément attaché à l'Algérie. Profondément attaché. Pour la simple et unique raison. C'est dans sa jeunesse, il a fait le service militaire en Algérie. Et il était le compagnon d'armes du président Jacques Chirac. Et pour avoir été présent, pour avoir assisté à certaines discussions, on parlait de l'évolution du tourisme en Algérie,
l'espoir de la jeunesse algérienne, l'accès, la porte d'Afrique pour découvrir l'Afrique autrement, etc. J'étais témoin, donc je peux parler, aujourd'hui je peux livrer des témoignages, parce que là je me permets de dire des choses que je ne pouvais pas, par la diplomatie qui nous habitait, prononcer. Mais concrètement, est-ce que l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est allé au fond de sa politique touristique? Non, il n'a pas été. Non, il n'a pas été. Ça ne l'intéressait pas trop. Non, c'est pas que ça ne l'intéressait pas. De mon point de vue, je crois qu'il y a un facteur clé. Fut une période où la maladie a commencé à faire en sorte que la cour, ce qui a entraîné la Hirak et compagnie, c'est que la gouvernance n'était plus là où elle devait être. Bon, il n'y avait rien de sorcier pour le comprendre. Et donc, il y a eu une déviation, en fin de compte, qui s'est passée. Et les résultats ont été, sans rester là où ils sont restés. Simplement, le temps n'est pas en notre faveur. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, bien évidemment. Bon, je descends régulièrement, j'observe. Bon, maintenant, est-ce que c'est le moment ou pas? De toute façon, le temps ne vous donne plus la possibilité de dire on verra plus tard. Au même moment, à Abdo Belgat, tous nos voisins, le Maroc et la Tunisie, ont vraiment accéléré la cadence en matière touristique. On le constate aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas que le Maroc. Et si vous parlez uniquement sur le bassin méditerranéen, mais allant beaucoup plus loin, prenons l'exemple de l'Égypte. En mai, donc il y a quelques mois, nous avons tenu, au niveau des conseillers du commerce extérieur de la France, d'ailleurs au passage je salue la dynamique de ceux qui portent ce type de projet, qui mettent en avant le tourisme, la région MENA a tenu un grand événement au Caire. Bon. Donc, c'est toute la région MENA. Hein. Bon. Moi, j'étais extrêmement sensible et honoré d'avoir porté la voix du tourisme. Bon. Et de voir ce défilé de décideurs s'intéresser au niveau du tourisme. Ils ont plutôt accentué leur avance. Ce sont des pays, la Tunisie et le Maroc. Rappelez-vous, dans l'intervention qui avait été faite à l'époque, j'expliquais comment c'est parti. Pourquoi le Maroc? Le Maroc, parce qu'il y a eu un visionnaire qui s'appelait, pour la Tunisie, Habib Bourguiba, bon, rien à dire, on connaît le slogan, quelles que soient les difficultés, les passages un petit peu difficiles, le cap est toujours maintenu. Aujourd'hui, le cap, malgré les faiblesses en termes d'infrastructures, les hôtels sont... Mais c'est une manière, quand vous parlez de cap à Abdo Belgat, que ce soit pour nos voisins ou pour d'autres pays africains ou méditerranéens, est-ce que ce n'est pas une manière de dire qu'en matière de tourisme, il n'y a jamais eu de vrai cap en Algérie? Enfin, pour être quand même assez objectif, je crois que l'histoire... Il y a eu un très beau bouquin de mon ami et confrère Saïd Boukhalifa sur les mémoires du tourisme algérien. Il y a eu quand même un boulot qui a été fait considérable. C'était sous l'ère de Pouillon. Ouais, et c'était sous l'ère de Boumedienne. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu. Prenez le cas de Zeralda, Tipaza, Boussaada, enfin, ou d'autres zones touristiques. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Quand j'étais le jeune géo à Tipaza, on était dans un lieu qui a été conçu par le grand architecte Pouillon, et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, ça reste une réussite. Donc, il y a eu cette période qui fait que c'était bon. Et puis, bon, est arrivé ce phénomène du pétrole, surtout au début, du gaz après. Et ça a été un de mes grands débats avec Sidi Ahmed Rozali à l'époque.
Qui était patron de Sonatrach. Qui a été le créateur de la Sonatrach, et puis après qui a pris différentes fonctions jusqu'à devenir le Premier ministre. Mais pourquoi vous dites un débat avec Sidi Ahmed Ghazali? Il était contre le développement du tourisme. Parce que lorsqu'il a préparé sa campagne présidentielle en 1999, j'étais un de ses co-listeurs. Et donc nous étions qu'un quarteran de comparses à réfléchir un petit peu. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé, réfléchi et proposé les perspectives d'avenir du tourisme algérien, il y avait un grand engouement, un très grand engouement. Et je peux vous dire qu'il y a eu de la réflexion, il y a eu des propositions. Bon, ce qui nous a amené par la suite, c'est qu'on revient à la case départ. Est-ce que c'est un coup de colère, un cri de au secours, enfin, qu'importe. C'est que, effectivement, aujourd'hui, quand on est dans le cœur du concert mondial, du tourisme mondial, de la gouvernance mondiale, aujourd'hui, oui, l'Algérie ne peut plus se permettre d'attendre. Ils ne peuvent plus. Et cela m'amène à cette question, Abdou Belgat, est-ce que vous pensez toujours qu'il y a une volonté politique aujourd'hui en Algérie de développer le tourisme? Écoutez, est-ce qu'on peut inverser un petit peu cette réflexion? Parce que c'est toujours la même question qui se pose. D'accord? Moi, je pars du principe que ça peut venir autrement. Est-ce qu'on peut orienter autrement ce type de... De quelle manière? D'abord, si l'éducation et la formation ne sont pas implantées dès la base, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Le plus compliqué, le plus difficile, mais le plus facile en même temps, c'est ça cette dichotomie, difficulté et facilité. Lorsque je vous dis que plus d'un tiers de la population algérienne a moins de 15 ans, ça veut dire que tous les outils sont là pour donner et de préparer les futures générations. Or, l'éducation, elle est indispensable, elle est essentielle, elle est vitale. Et en même temps, vous l'accompagnez par la formation. Le secteur d'activité qui est le nôtre, cette industrie mondiale à laquelle j'appartiens, elle est d'une richesse incommensurable, mais surtout, je le répète et j'insiste, elle est pourvoyeur d'emplois, elle crée de l'emploi. Et quand on voit aujourd'hui, dans les études sur lesquelles nous sommes en train de travailler, j'y travaille, pour démystifier. Aujourd'hui, la grande mode, c'est l'intelligence artificielle. Mais sachez qu'il y a 10 ans, non, plutôt il y a 7-8 ans, à l'université de mathématiques de Bab Zouar, avec mon ami le doyen Kamel, nous étions en avance. On parle de l'Algérie, on parle de l'université de Bab Zouar. Nous étions en avance pour déjà penser, après le numérique, après la robotique, de se plonger un petit peu sur les premiers grands pas de l'intelligence artificielle dans le monde du tourisme. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Donc, ça veut dire que l'Algérie, en fin de compte, est un cas d'école. C'est-à-dire on peut prendre, il suffit tout simplement de la bonne orientation. Abdou Belgat, il y a eu des rumeurs en Algérie disant que le groupe Accor pourrait réduire ses activités dans le pays, du moins concernant les hôtels Ibis. Est-ce qu'on peut parler d'un recul du groupe Accor en Algérie? Non, écoutez, je connais trop bien cette maison. Je connais très bien, enfin suffisamment bien, son président, Sébastien Bazin, que je salue au passage, pour sa volonté de développer et non pas de réduire. Le groupe Accor a toujours été animé d'un esprit de conquête et non pas de restriction. Nous sommes toujours restés, quelles que soient les conditions, et on a affronté toutes les difficultés qui pouvaient nous être imposées. Je vous ai cité tout à l'heure, Khaled, et c'est très important, le cas du Soudan. Il n'y avait aucun groupe à travers le monde qui avait été capable de dire on prend l'initiative d'aller sur le Soudan pour concrétiser ces 2 sommets arabes africains. Accor l'a fait. Personne ne peut dire que Accor,
dans un environnement aussi compliqué, aussi complexe, aussi difficile, nous avons eu des pressions politiques, pour dire si Accor s'engage à traiter ce type de dossier, nous allons les pénaliser sans citer de nom, c'est facile de le savoir. Eh bien, nous l'avons fait et nous avons réussi. Et lorsque le président Gérard Pélisson a rencontré le président du Soudan, Béchir, à l'époque, on n'était pas dans une situation de guerre, eh bien, je peux vous dire, puisque j'en étais le responsable, il y avait toute une politique de développement. Il ne faut pas oublier que le Soudan était à l'époque le plus grand pays d'Afrique. Oui, avant la partition. Avant cette division voulue et imposée. Et aujourd'hui, l'Algérie, on est le premier pays continent en se positionnant parmi les 9 plus grands pays en termes de territoire dans le monde. Le 10e plus grand au monde. Donc, Accor, le fait rumeur, c'est faux. Et concrètement, alors, pourquoi les hôtels Ibis ferment en Algérie? Non, c'est d'abord combien d'hôtels a-t-il en Algérie? Je vous signale qu'aujourd'hui, Accor, c'est plus de 5600 hôtels à travers le monde. Il n'y a pas un endroit où Accor n'est pas. Accor fait partie du top 10 plus grands groupes au monde. C'est une réalité, c'est vérifiable par Et pour l'Algérie? Et pour l'Algérie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Je vais vous donner un exemple concret pour répondre à votre demande. Il y a 3 ans, je vous montrerai les échanges, entre parenthèses, nous étions, Belga Compagnie, nous étions portés pour l'acquisition de cette JV Siaha, qui est une affaire d'hommes entre le président Gérard Pélisson et Djilali Mehri. Donc ils ont créé 50-50, Accor et le groupe de Djilali Mehri, cette entité Siaha. Bon, la situation a fait qu'il y a eu des évolutions, des orientations différentes, et qui ont amené à chercher un autre type de développement. Il y a beaucoup de problèmes quand même en termes d'investissement dans le pays. Il ne faut pas croire... Mais à l'époque, on se rappelle à Ploubelgat que le projet consistait à ouvrir plus de 30 hôtels Ibis en Algérie. Je vous confirme. Il n'y en a pas eu 30. Il n'y en a pas eu 30. Voilà. Mais la problématique qui se pose, là on parle des effets, des conséquences. Mais où était la cause? Est-ce qu'il y avait une véritable volonté de faire... Vous savez, l'histoire du foncier, je suis bien placé pour en parler, puisque moi-même j'ai été confronté à ces situations. C'est un problème de foncier, entre autres. Bon, donc ça vous le savez. Un problème de foncier? Bien sûr qu'il y a un problème de foncier, bien sûr. Moi-même, pour investir dans une école hôtelière, j'ai été confronté à... Et c'est ce qui a fait que de 30 hôtels Ibis, on se retrouve à 5 ou 6. À 7. Alger, Oran, Constantine, Sétif. Oui. Et comment vous expliquez aujourd'hui la fermeture des hôtels Ibis? Non, il n'y a pas eu une fermeture, il y a eu une cession. Une cession. C'est pas du tout pareil. Nous, par exemple, lorsque nous nous sommes proposés, nous avons fait une offre, nous étions en pleine négociation finale, puisqu'il y avait quand même signature du NDA. C'est-à-dire, on était quand même très avancé dans l'acquisition. Tout était, le déblocage des fonds était sur place. Je me suis déplacé moi-même en novembre 2021 pour rencontrer le ministre Hamadi, l'ancien ministre du Tourisme. L'ancien ministre du Tourisme, à qui j'ai montré l'offre, mais d'une manière confidentielle, bien entendu, pour dire que nous étions confrontés à un problème de flux d'argent et que les membres du board, les investisseurs étrangers, avaient tenu à avoir un peu plus d'éclaircissement. Concernant l'hôtel Ibis? D'une manière générale. D'une manière pour la cession de Siaha. Accor continuait, Accor n'investissait pas. Dans beaucoup de cas, Accor, la politique du groupe, notre métier, c'est l'exploitation. On n'est plus dans le même modèle économique qu'avant. Donc on est plus là pour exploiter, gérer, commercialiser, et non pas investir. Il y a de l'investissement qu'on sait cibler, qu'on sait voulu, quand il y a une orientation qui répond au marché. On ne peut pas faire n'importe quoi. Prenons un exemple.
En Arabie Saoudite, je suis bien placé pour en parler, j'y ai passé non seulement sur le terrain 10 ans, mais jusqu'à maintenant, j'ai encore les pieds dedans. Bah, regardez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, Accor n'investit pas. Et pourtant, Accor est devenu aujourd'hui le premier opérateur mondial. Prenez à la Mecque, Accor n'investit pas à la Mecque. Mais aujourd'hui, si vous prenez les 7 tours de Burj, bah, les 6 tours sont gérées par qui? Par Accor. De Fairmont, Raffles, le Pullman, le premier, etc. Donc, au niveau de l'Algérie, il ne me semble pas, et en tout état de cause, si ça devait se faire, je ne pense pas que Accor fasse cette erreur. L'Algérie est un grand pays. C'est de se retirer. Mais qui va se retirer? Accor, premier groupe européen, comme je vous l'ai dit, un des top 10 en 7e position mondial, va se retirer d'un pays continent comme l'Algérie. Mais qui? Petit dirigeant soit-il, j'aurais personne. Donc ça pourrait être un choix stratégique du groupe Accor, parce qu'on est d'accord que dans d'autres pays de la région d'Afrique du Nord ou plus d'Afrique méridionale, Accor aurait beaucoup plus de clients qu'en Algérie, qui n'est pas réputé être un grand pays touristique. Non, mais c'est pas comme ça. Quand on fait de la prospective, quand on est visionnaire, quand on est dirigeant, on ne peut pas parler sur le temps 1 par rapport au temps X. Mais non, c'est des équations, c'est mathématique, c'est scientifique. Là, aujourd'hui, l'Algérie, oui, il y a des rumeurs, oui. Je suis par moments harcelé par des appels pour me dire « T'en penses quoi? Tu fais quoi ?» Bon, donc, si vous êtes un investisseur, la réaction d'un investisseur est tout à fait différente. Maintenant, si vous êtes un politicard ou politicien, politicologue ou tout ce que vous voulez, vous alimentez un peu et vous véhiculez la rumeur qui se doit. Accor, d'une manière générale, je ne suis pas le porte-parole du groupe Accor. Que les choses d'abord soient claires, qu'il n'y ait aucun malentendu. Un peu quand même. Non, je ne suis pas... Non, je ne me revendique pas. Par contre, je connais les fondateurs, je connais le président Sébastien Bazin, je connais la valeur de leurs réflexions et de leurs décisions. L'Algérie est un pays qui compte. C'est un pays qui compte. Moi, j'ai besoin d'Accor. En tant qu'Algérien, j'ai besoin du support d'Accor. Et Accor ne pourra pas être contre cette donnée qui est une donnée. Parce que demain, on est dans le tourisme, Khaled, ce que beaucoup n'arrivent pas à appréhender. Oui. Le tourisme, c'est aller vers la paix, vers le rapprochement des peuples. Voilà pourquoi l'éducation et la formation sont essentielles. Et voilà pourquoi je passe mon temps à parler de la réussite du binôme éducation et formation. Parce que ça permet aux gens de se cultiver très vite, de ne pas être abrutis uniquement par l'intelligence artificielle, par des algorithmes qui fait que... Non, ça permet une ouverture d'esprit. Donc, l'Algérie, avec une définition d'un tourisme durable qui est différent, historique, culturel, géographique, multidimensionnel, à tous les niveaux. Okay. Donc, c'est un havre aussi bien de paix, mais surtout c'est l'ouverture sur le continent qui va compter dans les 50 prochaines années. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si on parle des chaînes hôtelières, Abdou Belgat, quel rôle jouent les chaînes hôtelières internationales en Algérie? On a aussi l'impression que les grandes chaînes boudent encore l'Algérie malgré son grand potentiel, à l'exception de quelques chaînes comme le Sheraton ou comme le groupe Accor, et qui se retirent parfois, comme par exemple dans une grande ville comme Oran, où il n'y a plus de Sheraton. Est-ce que l'Algérie est boudée par les grandes chaînes hôtelières internationales? Alors pourquoi, dans ce cas-là, puisque vous dites non, pourquoi de grandes chaînes ne marquent pas encore leur présence en Algérie? Oui, bonne question. Écoutez, c'est une question intéressante et un petit peu sensible.
pour être tout à fait honnête, elle est un petit peu sensible. Pourquoi, en un mot, je peux vous retourner la question. Pourquoi, sur un plan peut-être politique, l'entrée des grandes chaînes internationales n'est pas aussi importante que ça se passe dans d'autres pays? Bon. Oui, c'est une interrogation à laquelle je suis, au moment où je vous parle, incapable de répondre, sinon de faire des suppositions ou des hypothèses. Bon. Mais personnellement, je ne m'inscris pas dans le court terme. Je ne m'y inscris pas du tout. Je supporte et j'accompagne certaines initiatives, mais de l'autre côté, il y a des difficultés structurelles et organisationnelles. Un exemple. Je cite ma ville natale, Skikda, et je défends un projet, même s'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Est-ce qu'il est normal, dans une ville aussi importante que Skikda, qui est une grande cité balnéaire, avec une histoire inimaginable? Moi, je suis storasien, petit port phénicien, qui m'a amené à vivre aujourd'hui toute cette histoire ancestrale, fait que, malgré l'arrivée d'accords pour faire 2 Mercure entre centre-ville et la plage, Jeanne d'Arc, les difficultés, malgré le nom d'accord, les difficultés, parce que le promoteur qui a investi beaucoup d'argent, entre-temps il y a eu la pandémie, entre-temps il y a eu le Hirak, les complications, le système bancaire qui est maladif. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, Accor, le grand groupe Accor, ne peut pas encore construire des hôtels à Skikda. Oui. Parce qu'il y a des difficultés. C'est tout. Ouais. C'est une des raisons même de dire quand est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire presque qu'on le force à partir. Parce que le promoteur, qui au début était plein de dynamisme, de volonté, etc., que nous avons accompagné. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée. Nous étions dedans. Et comme c'était ma ville natale, je me suis pleinement impliqué dedans. Mais le constat, il est là. Quand vous faites un établissement, vous êtes à 95% de sa finalisation, et que les 5% qui manquent, c'est-à-dire le peu d'essence qui manque pour terminer, vous ne pouvez pas le faire, expliquez-moi pourquoi vouliez-vous qu'un groupe comme Accor mette son nom ou son enseigne Non. Donc, il faut, je crois, me semble-t-il, il faut voir les choses d'une manière tout à fait différente. Il faut vraiment analyser, approfondir, comprendre, bousculer quand il le faut. Et à partir de ce moment-là, vous dites, bon, d'accord, je tiens compte de toutes ces problématiques. Je ne parle pas du problème, de toutes ces problématiques. Et est-ce que je peux faire avancer un petit peu le chemin? Moi, mon devoir aujourd'hui, Khaled, il est très simple. Ne revendiquons strictement rien du tout. Aujourd'hui, ma vision, c'est apporter une valeur ajoutée. C'est-à-dire, t'habni ou la t'habni, je parle en arabe pour être beaucoup plus facile, c'est pas le problème. Le problème, c'est de dire, c'est un pays continent. On doit tenir compte. Il y a des générations qui arrivent. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de réfléchir autrement? C'est une obligation. C'est une obligation. Est-ce qu'il y a des idées, juste pour donner quelque chose de consistant, de concret? S'il le faut, je n'ai rien à cacher. J'ai proposé, pour ce qui me concerne, en remettant en main propre, pratiquement en main propre, au président de la République, Majid Tebboune, une offre que j'offrais, c'était une offre mise à disposition, pour travailler sur la vision à 2035 de l'Algérie. Je ne peux pas dire que je ne pouvais pas le faire. J'ai travaillé dessus avec le président Gérard Pélisson pour Accor en Arabie Saoudite. Je suis arrivé en 2002. J'y ai mis 10 ans de mon temps, de mon énergie, de ma passion
Okay. Pendant 10 ans, plus les années qui ont suivi pour faire le suivi notamment sur la réussite du tourisme pèlerinage, d'ailleurs un très beau film que je recommande à vos téléspectatrices et téléspectateurs, c'est Le pèlerinage, un business éternel, réalisé et produit par mon ami Mourad Aitabouche et qui a été diffusé. C'est un joli titre, oui. Voilà, oui, ben c'est le slogan que j'ai donné. Okay, c'est un très très bon film, pédagogique, instructif, intéressant à tous les niveaux. Ben, aujourd'hui, je reviens d'Arabie Saoudite, de Riyad. Ben, c'est très simple, 20 ans après, ce qui s'est réalisé. Aujourd'hui, quand je vois que l'Arabie Saoudite, Riyad, capitale mondiale du tourisme mondial, ce n'est pas un mirage, c'est beaucoup de travail. Et l'accent qui a été mis avec le président Gérard Pélisson, qui a été prolongé avec le président Sébastien Bazin, fait que, en mettant dans le cœur l'éducation et la formation, allez voir ce qui s'est passé. Et donc vous considérez, puisque vous avez parlé de votre exemple personnel, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'incitation à l'investissement dans le tourisme en Algérie? Est-ce que vous pensez que l'Algérie n'attire pas les investisseurs? C'est pas l'Algérie sur le plan du tourisme. Du tourisme. Bien sûr. Restant, parce que les autres secteurs, vous en faites pas, tout le monde court derrière. Hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. On ne le sait pas, mais tout le monde court derrière. Hein. Le pétrole, le gaz de schiste, ça y va. Les mines, aujourd'hui, c'est des grands chantiers qui sont en cours. Sur le tourisme, je pense qu'il nous appartient, et c'est un devoir. Bon, il nous appartient, je pense, d'apporter une grande sensibilisation au niveau de la population. Parce qu'elle est jeune, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, avec les satellites, c'est accessible, en fin de compte. Il y a un travail de fond qui doit être préparé. Je prends un exemple. Vous, grand réalisateur, c'est pas pour vous lancer des fleurs, hein, Khaled, hein, producteur, animateur, monde du 5e art, en fin de compte, il faut sensibiliser déjà la population algérienne à être éduquée. Déjà, nous sommes hospitaliers. Le monde arabo-musulman est un monde d'hospitalité, contrairement à tout ce qui peut se raconter à droite et à gauche. Et surtout en Algérie. Et surtout en Algérie. Connu pour son hospitalité. D'une manière générale. Moi, je visite. Mais les quelques touristes, Abdou Belgad, qui viennent en Algérie, parfois disent qu'on ne nous laisse pas payer. On a l'impression, si vraiment l'Algérie est un pays qui est fait pour le tourisme, quand on ne veut pas que les touristes nous payent. Ça, c'est la force de l'hospitalité. Mais bien sûr, regardez, c'est intéressant d'ailleurs à annoncer. Il y a eu une grande émission américaine qui est... avec l'ambassadeur d'Algérie à Washington, ouais. Bon, il y a eu une grande diffusion. Des amis... un peu partout à travers le monde, et notamment quand j'étais à Riyad, m'appelaient pour me dire « Dis donc, t'as vu, il y a une émission américaine qui parle de l'Algérie alors qu'il y a des tensions, etc. etc. » Mais bien sûr qu'on est émerveillés par ce pays. Mais bien sûr, quand je dis à tous mes amis, notamment Pieds Noirs, je leur ai dit « Mais réfléchissez 2 secondes, arrêtez de ressasser un passé. » Oscar Wilde disait « Le seul charme du passé, c'est qu'il est passé. » Mais du passé, on en vit. Le passé, c'est l'histoire. Donc, essayons plutôt de dire comment peut-on voir l'Algérie sous un autre angle. Mais c'est par l'éducation, c'est par la formation, c'est par la transmission du savoir. Et on ne peut pas dire qu'Abdou, il est contre X ou il est contre... Bon, moi, je pars du principe que quand on est dans le monde du tourisme, on est universel. Nous sommes des humanistes. Maintenant, pour être très, très précis sur l'Algérie est un cas d'école. L'Algérie est un cas d'école. Je vous promets que toute personne sensée qui est dans le sommet de la gouvernance, je ne parle pas, moi, d'un ministre qui est éphémère, qui passe, il ne sait même pas par un coup de téléphone en étant au café, il apprend qu'il est nommé ministre ou qu'il a été débarqué. Moi, je parle d'une vision. Parce que c'est ça la problématique. S'il n'y a pas de vision, il ne peut pas y avoir de résultat, qu'il soit
avec des objectifs qualitatifs ou quantitatifs, c'est la vision qui dégage. Et quand on voit les erreurs qui peuvent être faites sans vision, regardez, je suis très dur. Je reviens de Riyad. Vous vous imaginez 2 secondes. Au-delà des grandes nations qui ont boycotté l'ONU, Oui. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, enfin, boycottés ou qui ne sont pas en plein dedans. Il y a les 5-6 pays qui comptent, okay, l'Angleterre. Bon. Mais quand vous voyez ce comparatif, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, vous voyez un pays très dynamique, très compétitif, l'Espagne. Vous voyez de l'autre côté un pays très attractif, mais pas dynamique, la France. Première destination au monde qui vient d'être détrônée là récemment par l'Espagne. Okay, pour la simple raison, vous faites 100 millions, mais les recettes ne sont pas du même niveau. Exactement. D'accord, vous faites 74 milliards, donc ça veut dire que c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de pays, hein. Bon, pour la majorité des pays. Mais de l'autre côté, représentation, syndicat minimum, ok, pas de ministre, pas de sommet de gouvernance, alors que vous voyez les délégations arriver, vous avez 2 ploucs, quel que soit leur niveau, quel que soit leur amour, leur passion, etc. Mais ils sont là, c'est service minimum. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de vision, okay, le Maroc, vous savez c'était le Maroc, ben, il y a une vision qui est portée. La Tunisie, je peux en parler puisque je connais un petit peu le pays. Le dernier ministre, qui était un ami, Belhassine, ne comprenait pas pourquoi il avait été éjecté. Il a été éjecté parce que si tu passes ton temps à faire du tourisme de masse, alors qu'aujourd'hui les analyses font que si tu ne fais pas un tourisme de qualité, eh ben, tu plonges ta culture vers le bas plutôt que la hisser vers le haut, il y a quand même un problème. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise aujourd'hui. C'est une industrie. C'est une industrie. Si on ne comprend pas cette notion d'industrie, eh ben, ça finit par péricliter. Tu fais du n'importe quoi et puis c'est pas bon. Une dernière question, Abdelbelgat. Quand on parle de politique du tourisme dans le pays, il y a aussi la question des visas qui est très importante. Il y a la question de la connectivité aérienne aussi, mais la question des visas et du lobbying. Est-ce que c'est par exemple le rôle des ambassades algériennes à l'étranger de faire du lobbying pour le tourisme? Est-ce que c'est aussi leur mission de faire des facilitations de visas justement pour promouvoir le tourisme en Algérie? Écoutez, Khaled. Visa et lobbying. Voilà, question pertinente. J'inverserai. Lobbying et visa après. Le lobbying fait partie intégrante d'une vision que tu dois partager. Parce que tu ne peux pas faire le tourisme seul. Le tourisme, comme je vous ai dit, c'est universel. Donc, du lobbying. En Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle fut ma volonté? C'est de pénétrer le lobbying. Et c'est la raison pour laquelle il m'appartenait de commencer par l'essentiel. C'est-à-dire sensibiliser le lobbying qui avait un intérêt majeur sur l'Algérie, parler de l'Algérie, s'appuyer sur des réseaux qui étaient porteurs. Voilà pourquoi le président Gérard Pélisson, a été pour nous un allié considérable, d'où son association, enfin, porter le groupe Accor au niveau de SIHA avec le président Djilali Mahari. Donc, il fallait travailler sur le lobbying, ce qui n'était pas évident. Combien de fois, moi, le président Gérard Pélisson me disait « il me fatigue ». Pour négocier des trucs de rien du tout, c'était fatigant. Je disais, président, il faut quand même persévérer. L'écoute n'était pas la même lorsqu'il parlait avec le roi Hassan II, par exemple. Bon. Qui accordait beaucoup plus de facilité. Mais bien sûr, oui. Donc, il y a ce lobbying. Le lobbying, c'est différentes formes. Il y a les formes relationnelles. Avec 50 ans d'expérience dans ce milieu-là, j'ai la chance, ou l'exceptionnel
opportunité d'avoir rencontré, parce que c'est un petit mot que je tiens quand même à porter, pendant les 10 plus belles années de ma vie au Plaza Athénée, meilleur palace du monde, pendant 3 années consécutives, 77, 78, 79, à côté d'un grand visionnaire du monde du luxe, des palaces, M. Paul Bougenot, qui a donné la chance à un jeune Algérien de venir, de se développer, de prendre des responsabilités. C'est là où j'ai connu tous nos grands mentors algériens, entre autres. Donc, le lobbying, c'est par différentes formes. Alors évidemment, vous me parlez des ambassades. Mais il est évident qu'un ambassadeur, par définition, c'est le premier à porter les couleurs. Non pas de dire c'est le parti qui m'a envoyé ou c'est ceci, etc. Il est le premier qui doit être imprégné par le monde du tourisme pour faciliter, pour faire connaître le pays. C'est tout un travail. Et il y en a, j'en ai connu dans mon parcours professionnel. Maintenant, ça, c'est le lobbying institutionnel. J'en discutais avec certains ministres, notamment des Affaires étrangères, qui disaient effectivement, il faut. Oui, d'accord, je répétais, oui, il y a qu'à Faucon, c'est-à-dire c'est vraiment les paroles les plus sensibles et les plus faciles. Oui, d'accord, il y a le lobbying. Ben oui, le lobbying, il est à tous les niveaux. Nous, par exemple, en Algérie, il fallait qu'on crée ce lobbying des experts. Voilà pourquoi je suis fier de vous annoncer, parce que ça fait 2 ans, mais on attend l'enregistrement d'un papier administratif, de créer l'association algérienne des experts et scientifiques du tourisme. J'en suis très fier d'avoir initié avec d'autres. Pourquoi ? Parce que la richesse de ces experts du terrain, quand vous avez un doyen de l'université de Bab Zouar, lorsque vous avez des gens qui ont été des présidents de l'EGTT, comme Abid Aboubakar ou plein d'autres, qui se disent aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses et qu'il est temps maintenant de transférer, d'apporter notre contribution. Il faut persévérer. Donc, il y a tous ces relais. Maintenant, il y a le deuxième volet dont vous parlez, c'est l'accessibilité des visas. Cheikh Khaled, c'est très simple. Vous savez, à l'époque, pour avoir un visa en Arabie Saoudite, c'était rien. C'est-à-dire, c'était tellement compliqué par rapport à l'Algérie que tout le monde se posait des questions. On est arrivé même à un stade, au niveau du groupe Accor. Donc, je sais de quoi je parle, puisque j'en étais l'acteur principal. À un moment donné, nous nous sommes interrogés, parce que nous savions très bien que dans le développement du groupe Accor sur le plan mondial, Accor étant devenu le numéro 1 sur le plan européen et africain, il fallait, dans la valeur qui nous habitait, c'est-à-dire l'esprit de conquête, c'était une des 5 valeurs du groupe Accor, c'était, et ça c'est l'interrogation des 2 coprésidents fondateurs. Abdou en est témoin, d'accord ? Le président Gérard Pélisson et le président Paul Dubreuil, que je salue au passage. Il fallait s'intéresser aux 2 autres grands continents. Les pays du monde arabo-musulman et l'Asie. L'Asie, ce fut la Chine. Regardez aujourd'hui les résultats de la Chine. Regardez les États. Les visas. Bon. Et deuxième point, c'était donc les pays arabo-musulmans. Et pour cela, il a été convenu, puisque j'en étais un peu l'émissaire, le porte-parole, le porte-drapeau, tout ce que vous voulez. Et lorsque j'ai passé mon temps à faire des études, en travaillant notamment à l'Institut du monde arabe, pour comprendre la culture, les civilisations arabo-musulmanes, c'était impressionnant. Et j'avais dit au président Gérard Pélisson, nous sommes capables de relever tous ces défis à une seule condition, c'est que nous puissions occuper et s'intéresser aux villes saintes. Parce que le monde arabo-musulman, c'est d'abord Mecca et Médina. Mais au début, les visas, on parle aujourd'hui des visas, qui est une gangrène, d'accord ? À l'époque, lorsque il a été convenu de porter le siège à la demande du prince sultan Ben Salman, le fils du roi Salman, et le prince Saoud Ben Fahd, le fils du roi Fahd, Donc je suis bien placé pour en parler, c'était mes interlocuteurs. Oui, mais maintenant l'Arabie Saoudite a un peu facilité la procédure des visas. Non, c'est juste pour vous dire,
C'était à l'époque, c'était tellement fermé Oui. que nous avons refusé d'installer le siège en Arabie Saoudite parce qu'il y avait une chose qu'on ne pouvait pas accepter, c'est que les femmes, je me rappelle, Oui. Cathy Kopp, qui était la grande prêtresse des ressources humaines, qui avait envie, ne serait-ce parce qu'on faisait un développement extrêmement agressif. Elle ne dans le pouvait bon pas sens venir terme. en Arabie Saoudite. Personne ne pouvait venir pour avoir un visa. Ok, c'était tellement compliqué. Et malgré des pressions et des recommandations, eh bien aujourd'hui, vous savez combien il faut de temps pour avoir un visa en Arabie Saoudite? Khaled, montre en main, 35 minutes. 35 minutes pour avoir le visa saoudien. Pour avoir un visa saoudien multi-passage. Hein. Qui aurait pu imaginer ça il y a une dizaine d'années? Donc aujourd'hui, c'est une absolue nécessité pour l'Algérie d'activer ce genre de facilité. Obligation. Obligation. Mais de l'autre côté, il faut penser le problème autrement. Il faut penser le problème autrement. Parce qu'il y a le problème de la réciprocité. Parce que le visa, allez, je peux dire ce que j'ai envie de dire? Oui. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui arnaque? La réciprocité? Non, c'est une arnaque. L'histoire du visa est devenue une source financière. C'est un enrichissement. À un moment ou à un autre, on ne peut pas se permettre. Aujourd'hui, moi je souffre, par exemple. Alors, si vous aviez un appel à faire aux autorités algériennes concernant les visas... Il n'y a pas que les autorités algériennes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'histoire du visa est un sujet qui doit être porté au niveau des instances mondiales. Et donc? Et donc mais là, on parle du cas algérien. Mais du cas algérien, il est général. Parce que vous pensez qu'au Cameroun, je prends un exemple, notre association, parce qu'il faut que j'en parle, et c'est important, nous sommes présents dans 81 pays. 81 pays. Et dans les 81 pays, je peux vous dire, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, il y a de nombreux pays qui sont pénalisés par cette histoire de visa. Il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que la France ou Schengen. Allez aux États-Unis, vous croyez que dans beaucoup de pays, c'est facile aussi d'obtenir les visas? Donc, ça veut dire que la problématique du visa, pour les gens qui sont en charge du tourisme, c'est ce que moi je porte comme message. Je dis à la gouvernance qu'il y a un problème. Le visa bloque beaucoup de choses. Abdo Belgat, expert international en tourisme et hôtellerie, ancien dirigeant du groupe Accor, investisseur et promoteur dans le tourisme. Merci d'avoir répondu aux questions de One to One pour parler du tourisme en Algérie et dans le monde. Merci à vous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.